Je suis, comme d'habitude, très content d'être ici. Et comme tous les ans, je vais commencer, tous les années où je suis venu ici, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Tuc Duhalgral. Tuc Duhal, c'est breton, et les gens m'appellent Tuc, c'est beaucoup plus simple. Je travaille comme solution engineer chez GitHub. Un ingénieur solution chez GitHub, en fait, on travaille sur la partie entreprise, c'est-à-dire qu'on est là pour aider les clients qui veulent passer d'un plan gratuit ou un plan petit à quelque chose de plus gros pour les entreprises. Donc assister pendant la vente, assister après la vente sur la partie GitHub. Comme vous le savez peut-être, GitHub, il y a une version gratuite pour les projets open source, il y a une version payante à la carte de crédit un petit peu par rapport à vos projets, et une version enterprise qui peut être disponible sur le cloud ou on-prem, avec un système hybride où vous choisissez en fonction de vos besoins où est-ce que vous mettez vos repos. Et auparavant, moi j'ai principalement travaillé chez des éditeurs de logiciels à part Sogeti, où j'ai passé un tout petit peu de temps, et mon premier boulot c'était aussi un éditeur de logiciels. Donc j'ai choisi cette année de changer un petit peu la façon dont mon CV je le présentais. Je l'ai orienté Jacques Sommerkamp, parce qu'en fait c'est une conférence locale, donc en fait je vous ai montré mes interventions en fonction des sociétés où j'étais. Donc la blague pour moi quand je viens ici, c'est les personnes me demandent mais chez qui tu bosses cette année? Parce que comme vous voyez, je change en fonction des années. Et ce qui était rigolo, c'est que ma première conf en 2010, ça s'appelait, alors je ne sais plus exactement, mais c'était développé dans un Cloud ID. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, c'était déjà pour développer dans le cloud. Parce que chez Exo, il y avait eu un outil qui s'appelait Cloud IDE, qui devenait CodeEnvy, et qui maintenant est Eclipse et CodeReady Workspace, qui est chez Red Hat, qui est avec l'idée de développer sur le cloud. Donc c'est la boucle est bouclée avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors moi je suis, justement, c'est le pet project en fait, c'est que avec mon travail, je passe pas mon temps à pisser la ligne tout le temps, c'est pas mon métier. Mon métier c'est plutôt de faire en sorte que GitHub soit adopté chez les utilisateurs. Mais pour continuer d'apprendre, pour continuer de développer, j'ai un projet perso. En fait, il y a deux façons de continuer à apprendre. C'est soit on fait des Hello World à tire-larigot, ou on essaye de faire un vrai projet entre guillemets. Et en 2011, quand j'étais venu, j'avais parlé d'un site web que je faisais autour d'une application qui était sur Google App Engine autour du triathlon. Entre-temps, j'ai changé d'activité, je fais de la planche à voile, donc maintenant c'est un site web autour de la planche à voile. Mais avec l'idée d'avoir de l'automatisation, du déploiement sur le cloud, du développement. Donc c'est un mélange de différentes technologies. Et c'est quand j'ai du temps, j'utilise ça, ou quand je veux tester quelque chose. C'est-à-dire que, notamment, une des raisons, j'utilise aussi ça avec un compte différent, parce que quand je suis connecté à github.com en tant qu'employé GitHub, j'ai accès à toutes les fonctionnalités, entre guillemets, de façon illimitée. Quand je suis avec mon compte de dev que j'utilise, je suis en version purement gratuite, open source, sachant qu'on peut toujours faire de l'open source. Et ça me permet de tester différentes fonctionnalités en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Et la seule chose qui manque, parce que je n'ai pas pris le temps de faire quelque chose dessus sur mon application, c'est AWS. C'est-à-dire que j'ai du Clever Cloud, ça c'est historique, du GCP et de l'Azure. Il faudrait que je trouve un moyen d'utiliser un service ou deux dans AWS pour faire de l'intégration. Maintenant, avec la containerisation, on en fout partout, c'est facile, et on s'en fout de l'endroit où ça tourne. Donc pour en revenir à GitHub, le point qui est important autour de GitHub aujourd'hui, c'est de se concentrer sur l'expérience du développeur. C'est de faire en sorte qu'un développeur va trouver sa maison chez GitHub et va être heureux de travailler sur sa productivité, lui apporter les outils dont il a besoin au sein de GitHub ou autour de l'intégration avec d'autres écosystèmes. Alors évidemment, moi aujourd'hui, je vais vous montrer que du GitHub. Je ne vais pas m'amuser à aller faire un ticket dans Jira, etc. Mais on a la possibilité d'intégrer dans la plupart des outils des écosystèmes du développement. Mais l'idée étant toujours d'améliorer cette partie-là. Donc quand vous utilisez GitHub, il ne faut surtout pas hésiter à donner du feedback dans les discussions autour du feedback produit. C'est vraiment pris en compte.
que ce soit sur la partie issue, project management, que ce soit sur la partie action, etc. La communauté GitHub est très grosse et on écoute les gens qui nous donnent du feedback. Alors dans la relation commerciale, c'est facile, facile. Nous, il y a des interlocuteurs en direct, mais dans l'utilisation que vous faites au quotidien dans vos projets perso ou professionnels, c'est pareil. Et l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est de montrer qu'avec GitHub, on peut démarrer de l'idée jusqu'à la mise en production, quel que soit l'environnement, le langage, etc., dans lequel vous développez, mais également quelle que soit la cible que vous allez avoir. Alors je pourrais m'amuser à essayer de monter un mainframe et de déployer en COBOL. Je n'ai jamais fait, je n'ai pas spécialement envie. Par contre, je me suis dit, la cible, ça va plutôt être de déployer sur le cloud. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit également, pourquoi pas tout faire dans le cloud. C'est-à-dire à la fois, pas démarrer un projet parce que je pars d'un existant, mais entre le moment où j'ai une idée pour fixer un bug ou pour ajouter une fonctionnalité, ne pas quitter l'environnement qui est disponible en ligne sans avoir besoin de rien installer sur ma machine. Et ça fait partie d'une des... quand on va parler de la développeur expérience, quand on va parler de la développeur productivité, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous voulez contribuer à un projet rapidement, si vous n'avez rien à installer, c'est déjà pas mal. Parce que quand on va devoir commencer à configurer plein de choses, avant de commencer à travailler sur le code, il faut avoir déjà mis en place quelque chose. Là, l'idée étant de simplifier cette partie-là aux différentes étapes. Et ça va donc effectivement de toute la partie projet, code, CI/CD, déploiement. En termes de chiffres, ce qui est intéressant avec GitHub, quand on le voit de l'intérieur, c'est la taille. Moi, c'est la première fois que je travaille sur un SaaS, un SaaS complet. C'est le nombre d'utilisateurs, le nombre de repos qui sont créés, etc. C'est-à-dire que là, sur cette slide, on est à 83 millions. On ne va pas tarder à le mettre à jour avec le nouveau nombre d'utilisateurs. Si on regarde, il y a quelque chose qui est intéressant chez GitHub qui s'appelle l'Octoverse. C'est tout au long de l'année, en fait, on va capturer de l'information et on va aussi faire un sondage, un peu comme vous le voyez sur Stack Overflow, dans les développeurs. Et on va faire un état en ayant orienté les questions en fonction de certains sujets. Mais ce qui est amusant, c'est ça. C'est par exemple sur l'année 2021. Alors, donc fin 2021, il y avait 73 millions d'utilisateurs. On a déjà 10 millions de plus en mai-juin. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est le nombre de nouveaux repos, de merge requests, etc. C'est des volumes qui sont très, très, très importants. Et la plateforme est utilisée de bout en bout en fonction des développeurs, c'est-à-dire sur les issues, sur le code évidemment, mais également sur toute l'intégration et l'automatisation. Vous connaissez tous le Git flow, et la partie qui va être, on code, on a besoin de faire quelque chose, on fait une branche, on travaille, on travaille, on travaille. Très tôt, on crée la pull request. L'idée étant de créer la pull request le plus tôt possible. Créer la pull request, ça va pousser le code déjà sur le serveur, mais aussi ça va commencer toute l'automatisation, l'intégration continue et rendre le travail visible. Et vous pouvez faire la pull request en mode draft, c'est-à-dire en gros, pour bien signaler que vous travaillez dessus. Mais l'avantage, c'est que vous la rendez visible pour les autres utilisateurs. Et quand on travaille, par exemple là, c'est que moi, je peux venir regarder, contribuer du code. Et c'est quelque chose qui, nous, en interne, est utilisé. C'est-à-dire que dès que les développeurs travaillent sur une nouvelle fonctionnalité, très tôt, la pull request est mise en ligne. Et il n'y a pas de problème à avoir une pull request qui reste très, très longtemps ouverte. Si ça demande du travail, si vous avez bonne réflexion. Surtout que de plus en plus, le travail, il est très, très simple de rapatrier le code qui a été mis à jour entre-temps sur la branche principale dans votre branche de développement dans la pull request. C'est très simple. Et justement, l'intérêt de la pull request, c'est toute la partie où il y a la collaboration. Parce qu'en fait, quand on dit collaborer sur du code, on est d'accord, c'est pas le pair programming en real time comme un Google Docs. On peut le faire, mais c'est pas ça la collaboration, c'est plus les commentaires, la réflexion autour du code que vous créez, autour de la pull request que vous mettez en place. Et après, une fois que tout le monde est content, on déploie et on merge. Et là, je vais vous faire ça aujourd'hui de différentes façons. L'idée étant, vous n'allez pas nécessairement, je pense pour la plupart, vous n'allez pas apprendre des choses nouvelles sur la façon dont on développe, et je pense que vous êtes des bien meilleurs développeurs que moi. Par contre, l'idée est de vous faire découvrir quelques nouveautés
autour de GitHub, mais également comprendre la vision qu'il y a derrière GitHub et que si vous êtes une entreprise qui bosse encore énormément on-premise et qui ne commence pas à se poser de questions autour du on-premise, autour du cloud, qu'il est temps de se poser des questions et de faire des choses autour du cloud dans la mesure du possible pour votre productivité, le bien-être de tout le monde, des développeurs et surtout de vos applications et de vos clients. Déjà, la première chose, c'est que il y a toute une partie dans la gestion de projet pour le développeur. Moi, je suis allergique à Jira. C'est-à-dire que je ne supporte pas Jira. C'est-à-dire que je n'ai pas le doctorat, le PhD en Jira, donc je n'arrive pas à l'utiliser. Et ce qu'on a souvent comme remarque, c'est bah, mais GitHub Issues, ce n'est pas assez riche pour pouvoir répondre à nos besoins. Et alors le no, c'est les chefs de projet, ce n'est pas les mecs qui codent. C'est des gens qui s'intéressent au dashboard, qui ne s'intéressent pas à ce qui passe en production, qui ne s'intéressent pas à la qualité de ce qu'on livre. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, quand on a un dashboard très très simple, pas de possibilité de requête, de customisation, ça peut être limité. GitHub Issues et GitHub Project, en fait, s'enrichit tout le temps de nouvelles fonctionnalités. C'est un investissement qui est très très grand aujourd'hui sur GitHub. Peut-être que vous n'avez pas commencé à voir cette partie-là, donc le backlog avec la possibilité de rajouter vos propres champs de types différents, notamment la possibilité de faire une vue itérative, donc des sprints sur vos projets. Le Kanban que vous connaissez déjà, et on commence à fournir un petit peu de reporting autour des issues. Le but n'est pas de prendre Jira et d'essayer de le copier. Le but étant de comprendre comment vous aimez travailler les développeurs d'une façon générale, quel type d'informations vous voulez, comment vous voulez travailler et continuer d'améliorer cette partie-là. Si vous utilisez GitHub à titre perso, à titre professionnel, toujours allez voir régulièrement le blog. Et notamment, alors je ne sais plus si c'est encore à ce rythme-là, mais pendant la bêta, tous les 15 jours, GitHub Issue, GitHub Project était mis à jour avec un ensemble de fonctionnalités pour l'expérience. Et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le changelog. Le changelog, c'est dès qu'on pousse quelque chose, en bêta, public, ou en GA, en General Availability, c'est dispo, c'est mis là-dessus. Et vous voyez, on va sortir entre 2, 3, 5, 10 fonctionnalités par semaine. Alors, il y en a certaines, ça ne vous concerne pas, on s'en fout. Il y en a d'autres à l'inverse. Ça va être, oh bah tiens, j'ai découvert cette partie-là, je vais essayer cette nouvelle fonctionnalité. Alors moi, dans mon métier, c'est important de regarder cette page, parce que c'est important que je sois au courant de ce qui se passe, même si j'ai beaucoup de mal à suivre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Vous, en tant qu'utilisateur, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que c'est les release notes, sachant qu'il n'y a pas vraiment de release quand on est sur un SaaS, ça sort tout le temps. Donc ce que je vais faire, en fait, là, moi je travaille sur un projet, ce petit projet, en fait, c'est... Ce projet, en fait, c'est à la fin, j'ai une application qui tourne dans Kubernetes, si tout se passe bien, et que je déploie sur deux cubes. Un cube qui est dans Google, un cube qui est dans Azure. Alors c'est la même application, c'est juste pour montrer qu'on peut faire du multi-cloud, etc. Par contre, j'ai besoin d'Internet pour être sûr que ça marche bien. Et l'idée, c'est de vous montrer, en fait, je vais rajouter une fonctionnalité, je vais le voir de bout en bout en parlant en collaboration sur le code, pull request, sécurité, etc. Donc sur la partie gestion de projet, je reviens sur ma gestion de projet, je vais juste aller sur une issue que j'ai déjà créée, qui est sur mon dernier sprint, où je vais ajouter des opérations. En fait, mon application, c'est une petite calculatrice qui fait des additions, etc. Je veux rajouter des opérations. Parmi les choses qui sont intéressantes, qu'on a justement écouté le retour des utilisateurs, c'est que vous saviez peut-être que vous pouvez, au niveau de vos issues, faire des différentes tâches. Ajouter multiplication, ajouter division, etc., etc. Et en fait, ça génère en Markdown, ça va vous générer des cases à cocher. En fait, ce qu'on peut maintenant simplement, en un seul clic, transformer cette case à cocher en sous-tâche
sur la partie pour pouvoir travailler justement organisé en différentes tâches ou pas. Sachant qu'actuellement, on n'a pas encore la vue arbre de cette partie-là dans le backlog, mais ça fait partie des choses qui sont justement dans la roadmap autour de je veux pouvoir voir cette tâche-là et les sous-tâches sous forme d'arbre. Et quand je vais travailler ici, bah soit je peux créer également une branche à partir de cette issue. Alors, jusqu'ici, moi, la façon dont je le faisais, c'est que quand je créais une issue avec un tag particulier, j'avais une GitHub Actions qui créait une branche. La communauté demandait est-ce qu'on ne pourrait pas créer une branche depuis les issues. Ben voilà, c'est fait. Bon, c'est pas la révolution, ce genre de choses, mais ça fait partie des petites choses qui permettent de simplifier le développement. Quand je vais travailler sur une fonctionnalité, ben, soit déjà je vais prendre mon issue, et c'est là où en fait je trouve que c'est intéressant. Je ne vais pas créer la branche ici volontairement. Si je reviens sur mon projet, quand vous allez travailler, je reviendrai sur Depend-Labot et la security. La plupart du temps, quand on va travailler, vous avez le repo en local, vous faites un git push, un git pull, vous récupérez git clone en fonction de l'endroit où vous êtes. Vous gérez les branches comme vous voulez. Pour le faire, vous avez différentes façons. Ligne de commande, le desktop. Si vous n'avez jamais installé et que vous êtes utilisateur de GitHub, installez GitHub Desktop. Hein, c'est une application gratuite qui vous permet d'avoir une vision assez intéressante sur les différents repos, sur les différents projets. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est la ligne de commande GitHub, GH. Il y a une ligne de commande qui va vous permettre de créer des pull requests des projets comme ça, pour ceux qui aiment bien la ligne, cette partie-là, donc la GitHub CLI. Sachant que moi, aujourd'hui, c'est l'opposé, je ne veux rien installer sur ma machine, donc on va partir sur autre chose, qui est Codespaces. Et cette partie-là, en fait, c'est ce qu'utilisent nos développeurs en interne. Et l'idée, ben, c'est d'avoir un environnement de développement en ligne. Alors là, je vais juste présenter 2-3 choses avant de rentrer sur Codespaces. Qui a un compte sur GitHub? D'accord? Vous savez que vous pouvez éditer les pages ici. Donc vous pouvez prendre ça, vous pouvez cliquer Edit. Est-ce que vous savez qui a déjà tapé sur point ici? Alors ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous tapez sur point sur votre clavier et ça vous démarre un éditeur. Alors, par contre, ça, ce n'est pas un environnement de développement complet, c'est juste un VS Code qui ouvre votre fichier. Alors ça, c'est super, moi je l'utilise très souvent, parce qu'en fait, quand on est en éditeur texte normal, on peut ouvrir qu'un seul fichier, à chaque fois, il faut faire un commit, etc. Là, vous allez pouvoir créer votre branche, éditer plusieurs fichiers et sauver. Par contre, ce n'est pas un environnement de développement complet. Ce que j'appelle un environnement de développement complet, c'est que vous avez un runtime, vous avez besoin d'une base de données, vous avez besoin d'un compilateur, etc., de pouvoir tester votre application. Là, si j'essaye d'appeler le terminal, je ne sais même pas s'il y a du toggle terminal, il va me dire c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir un terminal, il faut avoir un environnement d'exécution. Pour avoir un environnement d'exécution, il faut avoir quelque chose qui tourne quelque part, soit sur sa machine, soit sur un NVM ou sur le cloud, ou à la rigueur, on pourrait imaginer un truc dans le navigateur. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez l'éditeur de texte classique, vous avez ce qu'on appelle GitHub Dev. En fait, soit vous tapez point, soit vous tapez .dev là-haut. C'est-à-dire que si ici, vous remplacez .com par .dev, vous allez arriver au même résultat. Mais moi, l'idée, c'est plus de dire, bah, mais moi, j'ai une application Java. Dans mon application Java, je vais avoir besoin d'écrire du code, de compiler, de vérifier la syntaxe et compagnie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que GitHub a créé Codespaces. Codespaces, je vais en démarrer un nouveau. Codespaces, c'est un environnement de développement, cette fois complet, en fait, qui démarre un conteneur quelque part dans GitHub Cloud. Alors, quelque part dans GitHub Cloud, en fait, c'est sur Azure. Dans ce cas-là, dans la région la plus proche de votre adresse IP, si vous n'avez pas surchargé en disant je veux absolument utiliser telle région ou telle région dans Azure. Donc là, ça démarre un conteneur. Par défaut, ça va démarrer un conteneur en essayant de deviner quelle technologie vous avez en fonction des fichiers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et ça c'est le travail d'une partie de l'équipe de dev chez GitHub, a fait ça, c'est-à-dire créer un environnement de développement qui est spécifique aux développeurs de GitHub, c'est-à-dire Ruby, MySQL, Elastic, toute la techno est montée directement. Et pour ça, en fait, si vous voyez ce projet-là, j'ai un répertoire qui s'appelle DevContainer, qui contient 2 fichiers, la description du conteneur lui-même, en disant bah, c'est une application Java, je vais utiliser tel fichier Docker, etc. Voilà la configuration
de mon IDE. Et l'IDE, dans ce cas-là, pour Code Spaces, c'est VS Code. Et je dis c'est VS Code. Je n'ai pas dit VS Code Web ou VS Code machin, c'est VS Code. Et vous pouvez utiliser le VS Code que vous voulez. Et en plus de ça, bah, vous avez un Dockerfile sur lequel vous allez pouvoir préconfigurer et vous pouvez faire du Docker Compose pour assembler plusieurs choses. Imaginez que vous avez besoin d'une base de données, etc. Vous allez pouvoir démarrer tout ça de cette façon-là. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'à n'importe quel moment, alors c'est l'autre que je vais prendre. Je ne sais plus, je suis sur... bon, je vais fermer celui-là. Et je suis sur main ici. Ce qui est intéressant ici, alors il y a deux choses, c'est que dans mon environnement de développement, je suis dans mon navigateur, ici, mais je peux, si je veux, démarrer aussi avec VS Code en local. Le VS Code, dans ce cas-là, en local, il est uniquement utilisé comme un terminal, un window manager, c'est-à-dire que ça va quand même se connecter au conteneur. Ça, c'est si vous ne voulez pas, par erreur, fermer votre navigateur, etc. Vos settings peuvent être synchronisés entre tous vos VS Code, donc y compris Code Spaces sur le cloud, dans votre navigateur, ou Code Spaces en local. Alors, si on regarde le terminal, je vais faire un uname-. Vous voyez, en fait, je suis sur un Linux Code Spaces. Donc, je suis bien sur une machine qui est dédiée à mon environnement. Et si je fais un Maven test, je vais pouvoir tester mon application. Et nos développeurs chez GitHub travaillent comme ça. Ils ne sont pas obligés, hein, c'est vous choisissez. Et je peux vous le montrer parce qu'en fait, alors je ne vais pas le lancer parce qu'on pourra faire ça si vous voulez me voir exécuter un GitHub personnel. Je pourrais vous montrer. Mais si vous faites GitHub, donc l'organisation GitHub, et ça c'est le code privé de GitHub, je peux démarrer mon environnement de développement. Là, j'ai un environnement que j'utilise pour tester les choses qui lance GitHub. Et par contre, là, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous montrer parce que GitHub, ça s'appuie sur plein de technologies différentes. Donc, j'ai une application Spring. Je veux travailler sur mon issue. Si vous utilisez GitHub, installez les plugins GitHub pour votre IDE. Là, mon plugin, il me permet de voir les pull requests, il me permet de voir les issues, il va me permettre de créer une nouvelle issue, etc. Et il me permet, par exemple, de dire, je vais commencer à travailler sur cette issue. Travailler sur cette issue, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça dans VS Code, crée simplement une branche, en fait. J'ai une branche qui a été créée. Si je fais ici, vous voyez, je suis sur la branche issue 328. Je peux utiliser le terminal, par exemple, les raccourcis pour renommer la branche issue 328. J'ai renommé la branche, donc les mêmes raccourcis que vous avez sur votre VS Code fonctionnent. Aujourd'hui, Code Spaces ne fonctionne qu'avec VS Code. C'est-à-dire que l'IDE que vous utilisez est nécessairement VS Code. On espère et on discute avec JetBrains pour essayer de voir, d'avoir d'autres IDE, d'autres environnements qui travaillent en remote. Et là, je vous parle de Code Spaces, je ne parle pas de Copilot. Ne mélangez pas les deux, d'accord? Juste Code Spaces, c'est l'environnement. Copilot, c'est votre assistant. Donc là, quand je développe, je suis sur ma branche, je peux commencer à développer. Et quand je travaille sur cette code, là, j'ai installé Copilot. Donc maintenant, si j'ai quelqu'un qui m'aide à développer, qui me rend plus intelligent, c'est Copilot. Donc pour développer dans le cloud, maintenant, je suis tranquille. Hein, vous voyez, j'ai fait un build Maven, j'ai créé ma branche. Je vais aller rajouter une fonction. Et maintenant, en fait, chaque fois que je vais taper du code, Copilot regarde ce que je fais. Et Copilot, en fait, il analyse le contexte de votre application, le contexte du code sur lequel vous travaillez. Et une bonne façon de travailler, c'est d'essayer de guider Copilot vers ce qu'on veut faire. Et laisser Copilot travailler. Il va vous générer... Alors là, évidemment, je vais vous faire des choses très simples. Si vous voulez voir un Copilot plus important, on se verra après le talk. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il apprend au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, j'ai tapé un commentaire en disant « fais-moi la multiplication ». Il m'a généré la multiplication, j'ai accepté. Et là, il me génère le commentaire « ajouter la division ». C'est pas moi qui ai tapé divide, c'est lui qui a tapé divide, il m'a proposé. Et ce qui est intéressant avec ça, je continue à travailler. Et ce qui est intéressant avec Copilot, c'est que c'est vraiment un assistant pour vous aider à développer.
Alors, attention, hein, j'ai pas dit que je faisais du code intelligent. Et Copilot, il va faire le code bête si je lui ai dit de faire du code bête. C'est-à-dire que si j'essaie de diviser des entiers, bah, il va diviser des entiers sans me prévenir que c'est idiot de faire ça. Sur ce travail-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui va se passer après. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous avez écrit votre fonction ou votre logique. Alors après, on peut écrire des choses plus compliquées, commencer à générer du code pour lire des fichiers, etc., pour vraiment un assistant. Ce qui est intéressant, c'est plus de savoir que Copilot, dans cette partie-là, ben, je suis sur mon projet, je fais du Spring et du Spring Boot. Il sait que j'ai rajouté une fonction. Donc tout ce qui est rébarbatif, tout ce qui est répétitif, il vous aide. Parce que cette partie-là, ben, il a repris ce que j'ai fait avant, il a compris que j'étais en train de faire la multiplication et la division. Alors s'il ne le comprend pas, je peux lui demander. Et en fait, quand vous revenez sur les projets, ça vous aide vraiment sur toutes ces tâches-là, et y compris les tests. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a les gens qui commencent par les tests, les gens qui commencent par le code. Comme je suis le roi du quick and dirty, je commence par le code. Et après, je peux demander justement à ajouter... alors, soit sur une seule méthode, et ah oui, il a complété justement mon commentaire. Il me propose des tests, ou alors je peux lui dire... ça n'a pas marché, là, vous voyez. Ou alors il a considéré que il n'avait pas complété. Alors le but, là où il faut rentrer, il faut éviter le piège. C'est au début, on a tendance à vouloir, quand on commence à découvrir Copilot, après adapter les commentaires, etc. Au bout d'un moment, c'est un assistant. Il ne faut pas piloter Copilot par rapport à votre code. Copilot vous donne quelque chose, vous l'acceptez pas. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la façon dont travaille Copilot, si je reviens ici, hop, quand vous faites ça, en fait, il interroge, il envoie une vue synthétique du code sur les serveurs de Copilot et il va générer du code. Il va faire plusieurs suggestions. Si vous faites CTRL-Entrée, vous allez voir les différentes suggestions qu'il donne. Ah ben là, il m'en donne qu'une. Mais il peut en donner plusieurs, vous allez en accepter et il va orienter ses choix par rapport à ce que vous acceptez ou refusez pour les futures demandes. Donc là, je me retrouve avec un petit peu de code que j'ai rajouté. Donc si j'écris Maven test, normalement, il devrait avoir rajouté mes tests et ça devrait passer. Il y a une partie que je trouve vraiment, vraiment intéressante maintenant sur CodeSpaces, sur la façon dont j'ai bossé. C'est-à-dire que, supposez vous êtes en train de... Donc là, moi, je l'ai fait dans ma branche. Je n'ai pas pris ça dans une pull request. Par contre, si je vais dans une pull request, on m'a demandé de faire la revue de cette pull request. Je reviendrai sur cette pull request dans une seconde. Je fais le code revue, je ne comprends pas bien le code, j'ai envie de tester l'appli. Bah, j'ouvre CodeSpaces, là, dans cette branche, je peux exécuter CodeSpaces. Et comme je suis vraiment idiot, que je ne comprends pas le code et je ne comprends pas ce que la personne a fait, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter et je vais lui demander de m'expliquer en regardant l'application. Donc je ne vais pas relancer un CodeSpaces, je vais juste aller sur cette application que je suis en cours de développement et je vais faire je vais démarrer mon application. Gardez en tête que ça tourne dans Azure. En fait, ce qui se passe, c'est que CodeSpaces me propose de faire un proxy de mon conteneur vers mon application qui tourne. Et là, je peux tester mon application. Donc, je peux tester mon application web. Et si j'ai mis un Docker Compose avec des bases de données, j'ai accès à tout, en fait. Donc, on est vraiment dans un environnement comme si vous travailliez localement sans avoir installé. Et d'ailleurs, si j'essaye de le faire aujourd'hui, si je fais le check-out de ce code-là et que j'essaye de l'exécuter localement, ça ne marche pas parce que quand j'ai mis à jour ma VM, j'ai la mauvaise version du JDK, ça ne marche plus. Je n'ai pas pris le temps de chercher. En fait, maintenant, moi, je fais quasiment plus rien tourner en local. J'essaye de travailler comme ça. Et là, en fait, si j'essaye de donner cette URL, donc comme je ne comprends pas ce qu'a fait la personne, je vais lui dire, ah bah tiens, tu ne peux pas venir voir. Bah, heureusement, c'est sécurisé. D'accord ? C'est parce que ça reste une application métier. Mais si j'ai besoin de le partager avec quelqu'un dans mon entreprise, dans mon organisation ou avec un client externe, bah, il suffit au niveau des ports de dire ce port-là, je l'ouvre. Là, il est privé, donc c'est uniquement pour mon utilisateur, en fonction de l'authentification. Privé pour l'organisation, ça veut dire qu'au niveau de GitHub, toutes les personnes qui ont accès
au projet, à l'organisation intégrale Octodemo, vont voir et vont pouvoir accéder à cette URL où je le mets public si je suis avec un client externe, etc. Et ça, c'est vraiment top. C'est quelque chose qui est dans l'expérience en termes de développement. Quand on fait la revue de code, quand on discute du fonctionnalité, on peut partager très rapidement les choses sans avoir besoin de déployer. Et sachant qu'on on est sur le cloud, c'est-à-dire qu'on est sur un réseau. Alors évidemment, si vous bossez sur un réseau privé et que vous n'avez pas accès à Internet, ça ne marchera pas. Mais si vous êtes dans un contexte on travaille 100% en remote, c'est vraiment top. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un VPN ou quoi que ce soit, ou d'avoir un environnement de déploiement juste pour faire ça. Donc j'ai fait mon code, je suis content. Je vais aller juste faire une petite modif sur la partie graphique et on va parler d'intégration continue. Je vais changer le numéro de version sur la version de dev. Alors, logiquement, je devrais le marquer dans les fichiers de config, d'accord, mais je suis quick and dirty, je vous ai prévenu. Et donc je code sur cette partie-là, je vais dans mon terminal, soit j'utilise le plugin pour faire, j'accepte tous les changements, je fais mon commit, je fais le push, je publie la branche, je fais la pull request, soit à partir de l'IDE en fonction du plugin que vous avez, soit je vais dans l'environnement web. Donc je pourrais le créer d'ici, mais en fait je vais le créer d'ici. Donc là, je travaille sur cette pull request. J'ai créé une première version, j'ai fait un premier commit, et l'intégration commence. Et pour moi, c'est une des raisons, en dehors de la collaboration, c'est que maintenant, je peux choisir de travailler et d'automatiser plein de tâches. Et là, la stratégie que vous pouvez vous poser comme question, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je déploie pas, dans quel environnement, etc. Ce qui est chouette aujourd'hui quand on déploie, parce que c'est bien développer et déployer sur le cloud, donc vous avez vu pour le développement, tout se fait de façon transparente. Maintenant, moi, ce que j'ai choisi, c'est de déployer toutes mes branches. Alors, moi, c'est une démonstration, donc j'ai fait quelque chose qui est très très simple. J'ai 2 clusters Kubernetes, et chaque fois que j'ai besoin de déployer quelque chose, je crée une branche, je crée un namespace dans Kube qui contient le nom de la branche. Et si vous voyez ici, il va se passer l'intégration continue. Et si je vais voir mes actions, sur ma branche issue 37, dans le code scanning, je reviendrai dans ça dans une seconde. Et en fait, je build, je teste, rien d'exceptionnel. Je crée une image, un conteneur, et je la publie. Alors moi, je les publie. Je vous ai dit que j'utilisais GitHub du sol au plafond. J'utilise GitHub Packages pour mes images. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais avoir GitHub Packages pour mes images. Je vais avoir ici mes différentes versions. Et on va voir ici le commit ou le tag, ou la branche, pardon, sur lequel je vais pousser mon code. Et à partir de ça, je vais déployer. Si je vais dans mes cubes, je vais avoir des nouveaux namespaces. Alors ça, c'est l'ancien, il n'a pas encore créé le namespace. Donc j'ai production, staging, et 325, c'est une branche de dev. Donc chaque branche de dev va avoir son environnement. Et à la fin, quand je vais merger la pull request, je vais effacer le namespace. En fait, sur ce que je dis là, ce n'est pas nécessairement cette approche-là qu'il faut avoir, mais c'est plutôt quelle approche vous voulez avoir pour faire des environnements de prévisualisation, des environnements de développement que vous pouvez mettre à disposition. Un des gros avantages d'être sur le cloud, c'est qu'on peut provisionner des choses dynamiquement, on peut les enlever, etc. Typiquement, alors celle-là, je ne le fais plus en démo parce que ça dure trop longtemps. C'est ici, quand je crée une issue, par exemple, j'ai créé une issue, ou j'ai créé un template d'issue, où quand je crée une nouvelle issue, je peux créer un cluster Kubernetes. Alors là, c'est sur Azure, mais ça pourrait être sur n'importe quelle partie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent issue avec Terraform pour faire toute leur infrastructure as code. Donc, issue, actions, Terraform ensemble.
pour pouvoir provisionner, déprovisionner les environnements en fonction des besoins. Donc si je retourne sur mes actions, donc j'ai bien, on va aller voir si ça a bien déployé, je ne sais plus comment je l'ai appelé, vous voyez v2.0 dev. Potentiellement, derrière, mon API a fait la division et a fait la multiplication. Ce qui est intéressant ici, c'est, vous voyez, j'ai récupéré l'information. Alors, j'ai récupéré sur Azure, ça n'a pas fonctionné sur GitHub, sur Google. En fait, ça dépend du temps que le service met à se démarrer pour qu'on puisse récupérer. C'est-à-dire que si je fais un refresh du deploy, là, je l'aurai parce que le namespace a été créé suffisamment rapidement. Je ne me suis pas amusé à écrire un cron ou des choses comme ça pour le faire. Si on regarde les actions ici, alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler historiquement avec les actions, vous allez peut-être voir deux choses qui sont surprenantes si vous n'avez pas regardé en détail. Dernièrement, c'est, vous voyez ici, j'ai des actions avec un /deploy, /production, et j'ai aussi ce petit bouton magique là. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté il y a quelques mois qui me permet, si par exemple je veux redéployer juste cette partie-là, je vais pouvoir réexécuter un sous-ensemble de mes tâches. Et d'ailleurs, ici, on peut aussi avoir, ici, quand on a un échec, uniquement relancer les jobs en échec, et il va jouer l'arbre dont il a besoin pour rejouer. En fait. C'est-à-dire que là, si je fais ça, il ne va pas recompiler Java, il ne va pas reprendre l'image, il va juste simplement se connecter au cloud et essayer le déploiement Kubernetes. Donc, et je vous ai parlé des slash. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec GitHub Actions, mes actions, mes workflows, alors on mélange un petit peu dans le vocabulaire, vous m'entendez parler d'action, de workflow. L'action, c'est plutôt un élément, une brique applicative, une logique qu'on va utiliser. Et le workflow, c'est le pipeline d'exécution, qui s'appuie donc sur un ensemble d'actions qu'on va enchaîner dans des jobs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui se passe. Ce qui est important, c'est de savoir que dans mon cas, j'ai mis mes différents workflows qui font, si on regarde les actions, qui vont faire la partie code scanning du code qu'on va voir dans une seconde, la partie scan des conteneurs pour la partie vulnérabilité dans les scanners, le build push, c'est celui que j'utilise, la partie dépendance, on va regarder ça dans une seconde, le provision. À chaque fois, j'ai un workflow. Et ce workflow, il fait partie de mon repository. Je pourrais appeler un workflow qui est ailleurs s'il y a besoin, mais là, on laisse le projet gérer ça. Par contre, si je regarde mon code, mon Maven CI, j'aurais dû le renommer un nom plus intelligent, quand est-ce qu'il a lieu? Dès que je fais un push sur une branche ou sur une pull request, les permissions du workflow par défaut, c'est-à-dire que quand on va exécuter, et ça c'est très important, quand vous êtes sur le cloud et que vous faites du DevOps, votre plateforme d'intégration continue, les workflows, c'est un endroit que les gens essayent d'attaquer. Et notamment, ils vont essayer d'attaquer parce que vous avez des chaînes de connexion à vos environnements de production, à vos bases de données, etc. C'est un environnement qui est vraiment très intéressant en termes de, si j'arrive à pénétrer cet endroit-là, j'ai accès à beaucoup de choses. Donc vous allez pouvoir, sécuriser les workflows, vous allez pouvoir définir qui a le droit de modifier les workflows, de les exécuter. Et là, quand vous avez ça, les permissions, c'est définir quel est le droit que va avoir par défaut ce workflow sur les ressources de mon repository. Donc par exemple, ici, content read, ça veut dire qu'à partir de ce workflow-là, je ne vais pas pouvoir faire un push sur le repo. Donc le workflow ne peut pas changer le code. Par contre, je vais pouvoir créer un package et je vais pouvoir écrire des checks. Parce que quand vous regardez ma pull request, quand vous regardez l'action que j'ai utilisée dans la pull request, ajouter multi, en fait, ici j'ai des checks qui vont dire j'ai passé la sécurité, j'ai passé le test de coverage, donc j'ai permis à mes actions d'écrire dans cet endroit-là. Et si je continue, je vais faire le Maven build, je vais faire le Docker build, le Docker push, et en fait vous voyez tout ce qui est build et push, j'utilise une action Docker qui vient de la marketplace de GitHub. Le truc le plus important quand vous travaillez avec Action, c'est avant d'écrire du code, c'est de se dire je vais regarder ce dont j'ai besoin, si j'ai besoin quand je vais travailler avec quelque chose. J'ai besoin de déployer sur AWS, parce que comme je vous ai montré qu'on pouvait déployer sur Google et machin, je tape AWS ici. Vous allez avoir plein d'actions qui sont disponibles ici. Donc avant de commencer à écrire de la ligne de commande, le but c'est d'éviter de faire trop de bash dans vos actions, dans vos workflows, utilisez des actions. Et je vais publier dans GitHub Container Registry. Donc,
Vous voyez, GitHub Container Registry. Et à la fin, moi, ce qui m'intéresse, c'était plutôt cette partie-là. Quand je déploie sur Kubernetes, j'ai délégué cette partie du déploiement, mais j'aurais pu déléguer le build aussi, à un workflow externe, ce qu'on appelle un reusable workflow, un modèle de template qui va être appliqué. Et si je vais le voir où il est, je vais aller ici, GitHub, Workflows. Et là, en fait, j'ai un certain nombre de workflows, la partie code scanning, des fois deploy to Kube, des fois deploy to Azure. Si je déploie sur Azure, je reçois les paramètres qui viennent de mon projet et je vais me connecter avec OpenID Connect, c'est-à-dire que OpenID Connect, au lieu d'envoyer simplement des secrets et des clés depuis GitHub vers et vous connecter, c'est que vous gérez les permissions d'un token particulier dans le cloud provider que vous fournissez. C'est-à-dire que si j'essaye d'utiliser ces clés-là, si quelqu'un hack le système, il récupère les secrets que j'ai mis dans mon projet. C'est-à-dire que si vous, ici, dans mon repo, j'ai encapsulé des secrets. C'est-à-dire que par rapport à mes environnements, vous voyez, j'ai mis client, Azure client, Azure client, Azure pour pas. Je vais vous le montrer comme ça, c'est plus intéressant. J'ai plusieurs environnements, plusieurs cibles, et pour chacune de ces cibles, j'ai un certain nombre de secrets. J'ai Google, Azure, Azure, Azure. Avec OpenID Connect, même si je vous donne ces 3 clés, vous avez accès à ces 3 clés, si vous essayez de faire quelque chose en dehors de ce repo-là, qui est sur une pull request ou sur une branche, vous n'arriverez à rien faire avec cette partie-là. Parce que côté Azure, j'ai configuré cette application avec ces clés-là pour avoir les droits. Alors qu'avant, il fallait configurer les clés, bien vérifier. Et une fois qu'on avait des clés en fonction de les amis, vous allez avoir plus de possibilités. C'était bien délégué plus facilement. Donc, j'utilise dans mon workflow, dans mon template, en fait, toute une partie qui va permettre de réutiliser le déploiement vers Azure. Donc, en fait, à la fin, ce que j'ai changé, c'est que dans le cas de mon projet, je m'authentifie, je récupère les credentials sur Kube, je crée le namespace en fonction de la branche sur laquelle je suis, et je fais le kubectl push, et j'attends patiemment qu'il me renvoie l'adresse IP de mon service. C'est là où quelquefois ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai mis un truc tout bête, sleep 20 secondes, mais je ne voulais pas non plus dormir trop longtemps. Et de la même façon, quand je vais fermer la branche, je vais faire la même chose, sauf que je vais déliter le namespace. Ce que je voulais, l'autre partie, c'est autour de la sécurité. Il y a une partie qui est très très importante aujourd'hui autour du code, c'est tout ce qui est sécu. Et autour de la sécu, vous avez 3 choses. Les dépendances. Si vous utilisez GitHub, activez des PandaBot. C'est gratuit, c'est disponible sur tous les repos. Ne ratez pas ça. Vous pouvez rajouter d'autres outils de scan de dépendance si vous voulez. Mais ça va vous permettre, alors, pour les développeurs Java, en décembre l'année dernière, Log4j, c'était pas mal comme, allez, on va se précipiter. Et ce que j'aime bien autour de Dependabot, il fait 2 choses. Il vous monte une alerte, le risque, il vous donne un contexte, il vous explique, il vous fait la pull request s'il y a besoin. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir voir tous vos repos qui ont été touchés par ça. C'est-à-dire que vous avez une alerte dans un repo, vous pouvez aller voir sur les autres repos sur lesquels il y a cette dépendance. L'autre partie qui est intéressante, et c'est gratuit. Alors là, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est gratuit. Tout le monde. Là, je vais vous montrer 2 parties qui sont payantes pour la partie pour les repos privés. Parce qu'en fait, tout ce qui est repo public, la sécurité, vous l'avez autant que vous voulez. Ça va être 2 choses. Il y a la partie code scanning et secret scanning. Secret scanning, c'est que si quelqu'un met du code, et ce code-là contient une clé pour déployer sur GitHub, pour déployer sur Azure ou autre, c'est capturé. Et ce qui est sympa, là, ce qu'on a rajouté il y a quelques mois, qui est vraiment intéressant, c'est le push de protection. Je vais aller chercher une clé. Je suis sur mon site Arduino, j'ai ma clé d'Arduino là. Je vais aller dans mon IDE. Et comme je programme avec les pieds, je prends ma classe Java, je rajoute ici, je suis en train de... Hop, c'est pas ça que je vais faire. Ici, je suis en train de tester une nouvelle fonctionnalité où on m'a demandé de faire le calcul sur un Arduino. Donc j'ai besoin d'une API. Donc je fais string x égale, je mets cette clé là, git add, git commit,
Hop, git push. Et là, pouf, il me bloque. Il me dit, tu ne peux pas pousser parce qu'en fait, on a un secret qui a été détecté. Ce secret, il est à tel endroit-là. Si je veux vraiment le pousser, je peux aller sur ce lien-là, qui va me dire, cette clé d'Arduino que tu essayes de rajouter dans ton repo, il ne faut pas la committer. Il ne faut pas la pousser. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer l'historique Git. Hein. Donc, une fois que c'est poussé, c'est poussé. Et si c'est dans une branche qui a été historique, on ne peut pas changer l'histoire. Donc là, ça vous permet de dire, par défaut, je ne vais pas le faire. Et si vraiment vous savez que c'est quelque chose, vous pouvez le pousser dans ce sens-là. Sur les repos publics, c'est automatique. Pas le push protection, mais l'alerte. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous avez la partie sécurité, et ça vous pouvez le faire aussi sur tous vos repos publics, n'hésitez pas à mettre en place le code scanning. Le code scanning va chercher dans votre code, par exemple ici, j'ai découvert par le code scanning qu'il y a un risque d'injection SQL avec la possibilité où est-ce que c'est utilisé et comment je fixe ce problème-là. Et cette partie-là, le DevSecOps, la partie sécurité de votre code dans vos applications, depuis 1 an et demi que je bosse chez GitHub, c'est ce qu'on fait le plus. C'est-à-dire que les gens ont automatisé. L'étape suivante, c'est rajouter la sécu. Dependabot, code scanning. Et code scanning, vous pouvez utiliser plein d'outils que vous intégrez avec GitHub. En Sonar, vous pouvez aller voir, ils ont des outils. Alors évidemment, CodeQL, c'est mieux, hein, c'est normal, c'est GitHub. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez utiliser plein d'outils dans l'intégration. C'est fini? Alors moi, il faut m'arrêter. Je vous remercie. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On a du temps pour quelques questions? S'il y a une question, est-ce qu'il y a... Oui, quand tu as initialisé ton workspace CodeSpace tout à l'heure, le Maven, je ne sais pas quoi, il a été très rapide. Tes artefacts, ils étaient déjà provisionnés quelque part? En fait, ce que j'ai fait dans ce projet-là, à la fin du build du Docker, je lui ai dit, fais un Maven Verify. Si par défaut, tu ne le fais pas, il télécharge. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu tournes sur le cloud. Donc tu as de la bande passante. Et tu peux pré-builder les conteneurs aussi. C'est-à-dire que si je dis pré-build le conteneur sur la branche principale, si toi tu crées un conteneur, ça va être tout de suite beaucoup plus rapide. Merci beaucoup. Merci.